On est en direct, coucou tout le monde, coucou YouTube et coucou Twitch, bien sûr. En compagnie de Picsou, comme d'habitude, on parle Yo. d'actualité, de fonda et de trading en commençant par le trading. On remercie d'ailleurs notre partenaire Bybit. Bonsoir à toi, j'espère que tout le monde va bien. Concrètement, factuellement, d'un point de vue purement niveau horizontaux, avant de rentrer un petit peu plus dans les timeframes weekly, daily, 4 heures et de regarder les EMA, concrètement sur BTC, on était là en train d'onduler et donc de consolider concrètement entre les 21 700 $ et les 18 700 $. Globalement, j'en avais parlé, mais c'était un range qui était assez bien marqué. Ensuite, on a cassé par le haut, on a voulu défendre le haut du range, au final, on est passé en dessous. En passant en dessous, on a chopé plein de gens qui voulaient parier à la baisse et la réintégration du range, comme moi je l'ai fait pour le coup. Et ensuite, en fait, on a reclaim cette zone en tant que support. C'est-à-dire que, en fait, ici, on était censé, du coup, flip cette zone de support en résistance, donc la zone des 21 700, après être passé en dessous. Et au final, lorsqu'on l'a retesté, on a tout arraché par le haut, ce qui nous a permis derrière de faire un sommet plus haut que le précédent. Donc là, on est toujours dans une dynamique haussière en daily, puisqu'on fait des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. C'est la définition même, concrètement, d'une tendance haussière. Tant qu'on arrive à maintenir cette zone autour des 22 700 $, je suis assez optimiste. À partir du moment où on reteste cette zone rouge-là, pour moi, je deviens beaucoup moins optimiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, Bitcoin... Donc là, en fait, on est passé au-dessus, on a piégé du monde en dessous, on a squeeze tout le monde en faisant un nouveau sommet. Donc là, vraiment, on a un momentum fort du côté des acheteurs, parce qu'on a piégé plein de vendeurs, et donc on peut vraiment les mettre dans une phase de souffrance en poussant plus haut. Le problème, c'est qu'ici, on met du temps à pousser plus haut, on met du temps à faire un nouveau sommet, c'est-à-dire qu'on a poussé fort, mais maintenant ça fait un moment qu'on consolide, et pour moi, en fait, si on revient tester cette zone rouge, c'est vraiment pour l'atomiser, parce que en fait, cette zone, on l'a déjà retestée ici, sur des petites time frames, on l'a déjà retestée, et donc pour moi, si jamais on l'a retestée, ça matcherait pas vraiment avec la dynamique que j'ai en tête. Pour moi, là, on doit avoir une hausse qui est assez violente, où on garde un momentum fort, plus on met du temps à croître, plus pour moi, il y a danger pour les acheteurs. Donc personnellement, moi je suis aussi tant qu'on est au-dessus de la zone rouge, et à plus court terme, et même en daily tout simplement, tant qu'on est au-dessus de la zone bleue, si on commence à passer sous la zone bleue, pour moi il y a de grandes chances qu'on teste à nouveau cette zone rouge là, et le fait qu'on teste à nouveau cette zone rouge là, pour moi ça met les acheteurs en danger, parce que j'ai pas de forte conviction dans le fait que cette zone tienne en fait. Donc pour moi, tant qu'on tient cette zone bleue, je vise un nouveau sommet ici, voire bien plus haut. Par contre, si on a de l'acceptation en dessous, je vois bien cette zone ne pas tenir et peut-être casser et nous emmener plus bas. Le problème, c'est que si cette zone rouge ici casse, ne tient pas, donc ce dont je parle, en fait, on réintègre le range. Et pour moi, réintégrer le range, c'est au moins chercher le milieu du range, voire le plus bas du range. Donc le milieu du range, où on a des stops ici qui s'accumulent, qu'on n'a pas été chercher. Donc concrètement, c'est des creux qu'on n'a jamais été recherchés. Donc il y a de la liquidité, des stops qui sont placés en dessous, qui s'accumulent. Et donc les gens peuvent être incités à pousser le prix dans cette zone pour exécuter du volume, qui en plus se place sur 61-70% de retracement de cette hausse, donc c'est une zone intéressante pour les acheteurs pour se positionner. Mais acheter un milieu du range, c'est un peu acheter au milieu de n'importe où, donc personnellement, j'ai pas de grosses convictions, et donc pour moi, si on a de l'acceptation sous la zone bleue, il y a de grandes chances qu'on casse la zone rouge, et donc il y a de grandes chances qu'on aille chercher bien plus bas, et c'est assez problématique. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on garde un momentum fort, et qu'on continue à pousser ici. En plus, évidemment, je pense de tenir les EMA en daily, tu vois, en daily ou en 2 jours, donc c'est les EMA dont je vous parle à chaque fois. Je vous dis, tant qu'on est en dessous et qu'elles servent de résistance, pour moi, le biais est baissier, et donc les probabilités qu'on continue plus bas sont assez grandes. Là, de même, lorsqu'on croise à la hausse et qu'on sert de cette zone, de ces EMA, après avoir creusé en tant que support, c'est un élément positif, et pour moi, ça nous indique que le biais est haussier, et donc on est dans une dynamique haussière. Sur Ethereum, là, c'est aussi intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que tout simplement, on a un Ethereum qui continue de se donner et qui continue de surperformer BTC. À partir du moment où on avait notre range ici entre les 0.075 et les 0.058, à partir du moment où on réintègre le range, donc ici c'est notre range, globalement on se balade entre les deux bornes, à partir du moment où on passe en dessous et qu'on n'arrive pas à pousser bien plus bas et qu'on réintègre le range, la cible, donc la target technique, est concrètement la borne opposée, et là on arrive à nouveau sur la borne opposée. On est dans un range sur Ethereum contre Bitcoin, mais surtout on vient de leur intégrer, et le moment où les vendeurs ont eu la main, ils n'ont pas réussi à vraiment saisir cette opportunité-là, et ils se font totalement squeeze. Donc jusqu'à preuve du contraire, cette zone va être une grosse zone de résistance, là au niveau où j'ai placé mon trait noir, mais le truc c'est que si on dépasse ce trait noir, on sort du range qu'on avait établi entre ces deux traits noirs, et à ce moment-là, on met peut-être potentiellement fin à une consolidation qui dure depuis quasiment un an, quoi.
quoi. Même plus d'1 an. Donc voilà, si j'enlève les EMA et que je rends ce graphique un peu plus clean, et bah concrètement, si on s'affranchit de cette zone noire ici et qu'on arrive à l'utiliser comme support, je pense qu'on peut pousser bien plus haut. Ce qui match aussi avec eh bien cette news qui arrive, qui est globalement The Merge. En tout cas, elle est anticipée, mais en tout cas, Ouais. c'est des mises à jour que beaucoup de gens travaillent et jouent en tout cas. Et donc, si jamais on arrive à pousser plus haut et servir de cette zone ici comme support, on pourrait pousser bien plus haut et avoir un gros run d'Ethereum contre Bitcoin. C'est déjà le cas, mais ça pourrait être encore bien plus fort. Pour revenir sur la paire USD, eh bien, on voit que ici, on est sorti de notre range un peu comme on avait eu sur BTC, qu'on casse vers le haut et qu'encore une fois, depuis qu'on casse vers le haut, on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Okay, c'est la définition même d'une tendance haussière. Là, pour le coup, une zone qui servait fortement de résistance a été ici retestée comme support. Et donc pour moi, ici, la zone bleue, en fait, qui était un peu la zone sous laquelle on était amené à passer à ce moment-là, ce serait la merde sur Bitcoin, elle se situe ici. Parce que globalement, comme je l'ai dit sur la dernière fois, Ethereum et Bitcoin évoluent de palier en palier. Et à chaque fois qu'ils cassent une résistance, ils s'en servent comme support, ce qui est un élément très très important. Donc on casse la résistance ici, on la reteste plus ou moins comme support, même si elle est un peu loin. Résistance ici, on s'en sert comme support. Résistance ici, lorsqu'on repasse au-dessus, on la réutilise comme support. Et donc, en gros, ce que ça nous montre, c'est qu'on est dans une tendance haussière qui est forte. Sur les EMA, on peut le voir, elle sera forte. Donc, tant qu'on est au-dessus de la zone bleue, moi je suis bull et je vise de nouveaux sommets. Et si on commence à s'affranchir de la zone des 1755$, 1760$, à ce moment-là, la nouvelle zone bleue, qui en cas de cassure par le bas me donnera un biais baissier, sera celle-là. Et en plus de ça, sur les biais en EMA, on voit bien que en daily, on tient systématiquement les EMA. C'est-à-dire qu'à chaque fois, cette zone ici, là où on a les EMA en daily, qui nous servent de biais, elles sont utilisées comme support. Et donc, tant que le prix est au-dessus et que on a ces EMA qui sont croisés à la hausse, eh bien, moi, j'ai un biais haussier. Le moment où ce sera plus le cas, donc typiquement, si on perdait la zone bleue, on perdrait le biais aussi, donc on aurait une confluence. C'est-à-dire qu'on perd à la fois un support, donc on casse un support et on arrête de casser des résistances, et en plus de ça, on repasse sous les EMA. Donc, bull jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il faut apporter de la nuance. Pour moi, c'est important. Typiquement sur Ethereum, tout simplement parce qu'en fait, sur Ethereum, je sais pas si vous voyez, mais on arrive sur une zone qui est extrêmement importante. Parce que techniquement, c'est la première fois qu'on a trouvé de la résistance ici et du support ici sur plusieurs mois d'affilée. Ok, donc ça nous montre qu'on a véritablement une grosse zone de travail ici. C'est une zone qui a servi longuement de résistance, mais pas de résistance daily, de résistance hebdomadaire. Donc vraiment une résistance weekly. De même ici, ça a été un long support hebdomadaire. Et de même, lors de la baisse, qu'on a eu le gros crash, c'est la première zone qui nous a véritablement servi de support. Donc ici, on peut estimer qu'on a potentiellement plein d'acheteurs qui sont piégés et qui vont potentiellement vouloir sortir de break-even. Donc à la fois en daily, on a une tendance qui est haussière, qui est forte, qui n'est pas remise en cause, mais autant en weekly, on arrive sur une première zone de résistance qui est hyper importante. Moi, ce qui me fait juste un petit peu peur, personnellement, c'est de changer de biais trop rapidement sur Bitcoin, alors que Ethereum est très fort. Tu vois, genre, est-ce que tu peux dire exit all the crypto market parce que BTC est faible, alors que Ethereum tient un peu? Par conservatisme, je vais dire que si ça pue du cul sur BTC, je prendrais pas le risque de m'exposer à tout, quoi. Et notamment les alts. Au niveau du site Coin Academy, qui charge de plus en plus vite, même en mode connecté, ça c'est incroyable aussi, hein. Faut le noter. Hein. Même les connexions pétées au sol, vous pouvez aller sur Coin Academy, ça charge vite. En fait, au niveau des mises à jour, ça va être surtout sur la partie fondamentale finalement, qu'on a transformé en page. Alors comment ça se passe? On a comme d'habitude les cryptos les plus populaires. Et si vous scrollez un peu, il y a toutes nos analyses. Alors on a changé les images, on est en train de tout transformer en format uni. Comme ça, vous avez... d'un simple coup d'œil rapidement le jeton qui vous intéresse. Ça s'appelle à chaque fois qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est des noms qui sont très génériques, mais vous cliquez et vous verrez que vous avez une analyse faite sur mesure à chaque fois pour chacun des jetons avec le sommaire, tokenomics, vision, équipe, etc., protocole, etc. Tout est expliqué. Donc, on essaie de couvrir idéalement dans les prochaines semaines, prochains mois, tout le top 100, voire tout le top 150 de crypto-monnaies, à l'exception, bien entendu, des jetons qui seraient des scams, même si, on a quand même un top 100 qui est propre. Donc, on y va progressivement. Pour accéder à ce lien fondamental, vous allez dans l'onglet crypto-monnaie, analyse de crypto-monnaie.
toutes nos analyses. Vous cliquez directement sur analyse crypto-monnaie, ça marche dans les 2 cas. Voilà, et vous avez toutes les analyses fondamentales. Ça, Gros, juste c'est si tu pour peux tout ce qui est scroll, protocole. c'est une dinguerie. Je pense que vous vous rendez pas compte. Là, il y a 120 analyses fondamentales. C'est-à-dire que tu regardes quasiment n'importe quel coin du top 100, 200. T'as une analyse fondamentale dessus. Donc, on t'explique de A à Z ce que c'est. Et pour chaque crypto, t'as 4 pages. T'as la page où on t'explique ce que c'est. T'as la page pour suivre le cours avec les graphiques. T'as la page avec un convertisseur où tu peux convertir, j'en sais, un 1260 €, ça fait combien de dots, ou 30 dots, ça fait combien d'euros. Enfin bref, ce que tu veux. Plus l'actualité en fait du coin. Donc c'est vraiment méga complet. On est en train encore de mettre à jour pas mal de choses. Mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment, là, il y a 120 analyses fondamentales sur des cryptos. Et on est encore en train d'étoffer, en train de rajouter d'autres choses. Donc quand on vous dit qu'il y a des ressources gratuites qui sont énervées, qui sont dispo, c'est le cas. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête sur un projet que vous ne le comprenez pas, allez dessus, vous allez trouver même les nouveaux projets qui sont sortis, typiquement tout ce qui est Aptos, tout ce qui est Secret Network, surtout... etc. Voilà, c'est carré, quoi. Et il y a aussi la partie NFT, analyse des collections NFT. Tu peux cliquer dessus direct, cash. Ouais, on a fait toutes les plus grosses collections, donc CryptoPunk, Bored Ape, Mutant, Azuki, Clonix et les moins connus. Doodles, voilà. Woundbirds, D-Gods, genre tout ça en fait. Et 2 derniers bangers, du coup il y a l'Académie. Mais en vrai, si vous voulez apprendre les cryptos, il y a vraiment tout. Donc on sort des articles en plus qui sont incroyables récemment sur la sécurisation de vos cryptos, sur les soulbound tokens notamment. Regardez, comprendre l'évolution de la blockchain monolithique à la blockchain modulaire, sécuriser ses cryptos, comprendre le concept de théorie des jeux, donc de consensus de sécuriser un réseau en pair à pair, les soulbound tokens, le montage de nœuds, des notions aussi en finance, en économie, en investissement pour ceux qui veulent s'y mettre. Ouais. / lexique, banger. Tous les mots de la crypto, y compris les expressions de Twitter, des NFT, les WAGMI, les rugs, tout ce que tu veux. Il y a plus de 500 définitions. Donc vraiment, peu importe les mots, non, tu les cherches sur Google, sur Coin Academy ou via le lexique, tu trouves. Donc vraiment, tous les termes que nous, on utilise, vraiment, ils sont aussi tous Par ici. exemple, voilà, servez-vous. On le retrouve où, le lexique? Dans outils aussi? Ça se passe outils, lexique en bas. Avant la boutique. Ok, lexique crypto NFT Web3, impeccable. On va passer maintenant à l'actualité de la semaine. Franchement, des actus vraiment sympas. Alors, on a Bernard Arnault, groupe LVMH, une pépite française du luxe, qui lance un fonds dédié au Web3. Mais on parle d'un fonds de 100 millions d'euros pour investir dans différents projets Web3. Alors, juste petite précision, c'est important pour vous et pour les gens autour de vous. Web3, ça veut dire quoi? Web3, c'est crypto. Hein. Qu'on ne dise pas, ouais, crypto, Web3, c'est différent. Non, non, c'est exactement la même chose. C'est juste que quand tu parles de crypto à des gens, ils disent, ouais, crypto, c'est un Ponzi, nanana, c'est une arnaque et tout. Alors que dans le Web3, de toute façon, tu mets un costard. Petit monocle, voilà, petit monocle, petit costard et tout, il n'y a pas de souci. Ce fonds a déjà participé à des investissements sur des grosses boîtes type Airbnb, Netflix, Slack, Spotify. Plus récemment, Flowdesk. Alors, à savoir que l'investissement de 30 millions de dollars pour Flowdesk, c'était pas dans les 100 millions de dollars qui seront dédiés ici, ça va être 100 millions de dollars en plus. Pour terminer, qu'est-ce qu'ils vont faire comme type d'investissement? Principalement, moi c'est ça qui me plaît, c'est startup centralisées comme décentralisées, infrastructure Web3, donc ça veut dire quoi, hein? Layer 0, Layer 1, Layer 2, spécialiste de la scalabilité des couches 1 et 2, donc là on est plus dans le Layer 2, et l'économie des créateurs. Donc c'est quoi économie des créateurs, qu'on se le dise? Ça va être tout ce qui est place de marché, type OpenSea, Lookster, concurrents, etc. Personnellement, et Léo aussi, c'est principalement ce qu'on a tendance à faire aussi en type d'investissement. Pour le moment, en tout cas, je trouve ça assez rassurant de se dire que des fonds, on est dans des Layer 1, des Layer 2, des Layer 0, des marketplaces. On notera cependant qu'il n'est pas question ici de métaverse play and earn. Important de le noter. Deuxième news, BlackRock x Coinbase. BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement de la planète. On a eu une grosse réaction du cours de Coinbase sur les marchés. Suite à cette annonce, le cours a quasiment doublé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Coinbase, depuis qu'ils sont rentrés en bourse, le prix ne fait que chuter. Pour une fois, depuis cette annonce, il y a une sorte de retournement de marché. Donc ça, c'est plutôt sympa. À noter aussi, voilà, on parle souvent de Binance, FTX, Bybit, tout ça. Coinbase, si je les respecte vraiment sur un truc, ok, c'est cher, ok, il n'y a pas tout. Mais en termes de process de sécurité et en termes de réglementation, c'est vraiment du high level. Et ça, c'est quand même important. Ils peuvent bien faire ça avec les frais qu'on paye. Hein, non, mais c'est sûr, mais tu vois... T'es là pour 100 balles, tu payes 1 ou 2 balles, frère. C'est bon, ils peuvent... Next news, alors, hack de milliers de wallets sur Solana. Alors, vous en avez probablement entendu
entendu parler cette semaine. Il y a plein de gens qui se sont fait ponctionner leurs fonds sur Solana. Au début, on se disait, est-ce que c'est une faille côté Solana? Est-ce que c'est une faille du côté du wallet Phantom? Aux dernières nouvelles, la faille concerne Slope Wallet, qui est un wallet moins connu, mais qui a quand même fait pas mal de communication à partir de fin 2021 avec le Solana Breakpoint. Et en fait, à la suite d'une mise à jour de Slope Wallet, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, quand vous importiez une clé privée ou quand vous créiez une clé privée, donc seed phrase, clé privée, etc., cette clé privée, au lieu d'être chiffrée, donc rendue illisible, puis envoyée à des serveurs distincts, ces clés privées étaient envoyées en clair, en fait. Enfin, pas clé privée, seed phrase. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais le serveur du partenaire est hacké ou s'il y a un employé qui accède en lecture aux informations, il a accès en fait au mot de passe pour accéder au fonds Solana. Bah, c'est assez chaud en fait. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que tous les gens qui utilisaient Slope se sont fait défoncer. Au final, bon bah les gens continuent de critiquer Solana, sauf que Solana pour le coup n'y est pour rien. Je défends un peu le diable, hein, mais franchement sur ce coup-là, voilà, c'est comme ça aurait pu être le wallet Maillard qui leak vos seed phrases, ça aurait pu être un wallet sur Ethereum, le MetaMask, ça aurait pu être Xify, ça aurait pu être X ou Y. Je crois qu'il est question de 8 millions de dollars le hack, de mémoire au dernier chiffre que j'avais vu. 8 millions, en vrai, quoi qu'on en dise, bon, rien n'est jamais trop exagéré, mais quand on voit des hacks de 100, 200, 300 millions, 8 millions, c'est pas grand-chose. C'est pas genre un bridge qui se passe mal, et bref. Là, la différence, c'est que c'est 8000 wallets, et c'est 8000 personnes qui utilisent Slope. Et Slope, c'est, de ce que je comprends, un wallet, ou en tout cas une application qui était assez nichée, et donc c'est des gens assez avancés dans l'écosystème qui utilisaient ce genre de wallet, ou en tout cas des gens assez actifs, proactifs, et du coup ça a touché beaucoup de monde, y compris des gens autour de moi que je connais et tout, et ça fait mal au cœur. Trop sympa et tout, c'est juste pas de chance en fait. Hein. Ils ont juste baisé tout le monde, c'est nickel. C'est surtout l'équipe technique, je pense qu'ils doivent passer des bonnes nuits de sommeil. Les CTO, là, si on retrouve les noms, je pense qu'ils vont recevoir des courriers sympas. Ah bah je pense que c'est des menaces de mort là. J'ai pas voulu le dire. La suite, Voyager va restituer 270 millions de dollars. Alors, je sais plus combien de dollars ils avaient sous gestion, mais en tout cas, ils ont une autorisation de la part du tribunal pour restituer 270 millions de dollars aux victimes, puisque eux sont visiblement insolvables parce qu'ils avaient, je crois, prêté des fonds à Three Arrows Capital. Donc, plutôt bonne nouvelle pour les clients. Voilà, j'insiste pas sur le sujet là. On aura d'autres nouvelles plus tard, mais c'est cool de savoir que tous les fonds sont pas gelés. Maintenant, à quelle échéance ça va être restitué, dans combien de temps, j'en sais rien. Pour rappel, MTGOX, le piratage, c'était il y a 10 ans et les gens n'ont toujours pas récupéré leur fonds. Ensuite, le bridge Nomad se fait hack pour 190 millions de dollars. Nomad, c'est un bridge cross-chain, multi-chain si vous préférez. En gros, dans un premier temps, il y a une personne qui a vidé 95 millions de dollars et en fait, cette vulnérabilité, elle a été publique et le temps que ce soit signalé et que tous les fonds soient vidés, il y a d'autres personnes qui se sont servies dans la caisse aussi jusqu'à vider complètement le protocole. Donc du coup, les 190 millions de dollars ont été vidés et il y a eu, on l'a noté, plus de 300 adresses qui ont volé des fonds, dont 41 adresses qui ont volé pour 152 millions de dollars, soit 80% des fonds. Dans les personnes qui ont volé l'argent, on a des gens qui ont restitué de l'argent. Donc là, à date, il y a 35,7 millions de dollars qui a été restitué. Il y en aura probablement d'autres, des millions, mais en fait, c'est toujours une question entre ceux qui veulent juste pas de l'argent volé, ceux qui sont en mode vas-y je te rends l'argent mais laisse-moi une petite commission et me cassez pas la tête avec la justice, et ceux qui assument pleinement de pirater les fonds, se casser avec et qui eux vont avoir des problèmes potentiellement. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en crypto. Il y a d'abord un piratage et ensuite après piratage, le protocole dit ouais allez les gars rendez-nous les sous s'il vous plaît, on vous laisse une petite prime et on vous attaque pas en justice, et des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Là en l'occurrence c'est ce qui est en train de se faire. Les Soulbound Tokens, on vous en a déjà parlé rapidement, je vais vous rappeler ce que c'est. C'est une sorte de NFT qu'on peut pas retransférer. Un créateur de smart contract, quelqu'un qui crée une application, peut dire bon bah voilà, je peux émettre des Soulbound Tokens à différentes personnes. Ça peut être par exemple des CV, des diplômes, etc. Et le but c'est qu'il puisse pas être retransféré. Par contre, il peut être détruit. Comme ça, si une personne par exemple, elle veut recevoir un droit de vote ou un diplôme pour l'afficher sur son LinkedIn du Web3 ou peu importe, ça pourrait se passer sous forme de Soulbound Token. C'est quelque chose qui a été théorisé par le créateur d'Ethereum. Et pour le moment, il n'y a aucun projet qui propose des Soulbound Tokens à ma connaissance. Mais ça risque d'être une mode qui va revenir bien comme il faut à la charge. Je ne sais pas comment on va spéculer dessus dans le sens où le Soulbound Token, tu ne peux pas le transférer, donc tu ne peux pas spéculer dessus. Mais peut-être que tu peux spéculer sur un protocole qui lui émettra des Soulbound Tokens. Donc affaire à suivre. Je pense qu'il y a un grand avenir pour ces jetons-là. Si je vais terminer sur un point, après on va passer aux questions du chat. C'est la fameuse affaire MTGOX.
Petit rappel, MTGOX, il y a 10 ans, c'était le plus gros exchange de Bitcoin au monde. C'est un exchange japonais, piloté par un Français qui s'appelle Marc Kerpeles. Exchange qui a été piraté. On n'a pas su au début qui a piraté, machin, bidule, truc. Plus récemment, en 2018, je crois, il y a un Russe qui a été arrêté en Grèce. Ce Russe s'appelle Alexander Vinnik. Ce Russe a été accusé d'être le pirate de MTGOX. Accessoirement, il gérait un exchange qui s'appelait BTCE. On a des preuves par A+B, analyse on-chain, que l'exchange BTCE a servi à blanchir plus de 4 milliards de dollars de Bitcoin. Et notamment, il y a aussi des Bitcoins piratés sur l'exchange MTGOX qui ont transité par BTCE, d'où l'accusation. Certains disent qu'il est accusé parce que c'est trop gros. Certains autres disent, bon, bah, il y a présomption d'innocence. Si ça se trouve, le pauvre Alexander Vinnik est un bouc émissaire. Plus récemment, Alexander Vinnik a été emprisonné en France. Et il y a très très peu de temps, ils l'ont redéplacé de la France à je ne sais plus quel pays, et ensuite de ce nouveau pays aux États-Unis, où il va être jugé pour apparemment 55 ans de prison. Ce qui veut dire que s'il est innocent, le mec va prendre prison à vie pour une histoire de blanchiment d'argent et de hack de Bitcoin qui date d'il y a 10 ans. C'est un truc de ouf. La deuxième chose, c'est que MTGOX, c'est 410 000 Bitcoins qui ont été piratés. À l'époque, 500 millions de dollars. Au prix actuel, ça fait quasiment 3 milliards de dollars. Et ces bitcoins piratés vont être restitués en partie ou intégralement, ça je sais plus, aux victimes de piratage. Ce qui veut dire que ces bitcoins pourront être récupérés soit sous forme de bitcoin. Ça fait bien plus que 2 milliards, hein. C'est genre énorme. 410 000 Regarde, fois prix s'il y actuel. y a 21 millions de bitcoins, ça doit être énorme. Oui, on est plus à 8, pardon. On est plus à 8. Ça doit être à 20 milliards. Ouais, 20 milliards. 15-20 milliards, je pense. Alors, j'ai confondu 410 000 et 140 000, excusez-moi. C'est pour ça que je disais 2,8 milliards. C'est pas 410, du coup, c'est 141 000. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Les victimes pourront récupérer leur argent soit en Bitcoin, soit en Bitcoin Cash, soit en dollars. Vu le temps qu'ils ont attendu, je vois pas pourquoi ils pourraient pas attendre plus et faire un linéaire, genre en mode on les invest pendant... Tu vois, genre on leur distribue leurs coins, je sais pas, de manière linéaire, genre une fois par jour pendant 3 mois, un truc comme ça, ou pendant 6 mois, histoire d'éviter de tout casser. Après, ça se trouve, ça c'est déjà pricé. Moi, j'ai du mal à croire que c'est déjà pricé. Il y en a une partie pricée, c'est sûr, mais tout n'est pas pricé. Parce que le truc, c'est que ça fait 10 ans qu'on nous dit que ça va arriver, quoi. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.